Tu vois, les gens me disent, ah ouais, mais t'es 60 000 abonnés sur YouTube, franchement. Et je dis pas ça pour, non, ça me dit rien, ça me fait rien. Tu viens chez moi, je suis en short comme d'habitude, je suis tranquille. Moi, ce qui m'a frappé directement quand j'ai vu Saint-Cyr, je me suis dit, Frédéric, il vient de quel milieu pour intégrer Saint-Cyr? Il faut savoir qu'à Saint-Cyr, ils ont un programme spécial pour les génies ou en tout cas des personnes d'exception en Afrique. Je suis clairement la cible idéale pour les solutions que tu proposes, que ce soit digital ou pas. La grande question quand tu gagnes un peu d'argent, c'est de te dire, ok, comment je mets à l'abri ma famille, comment je fais que je diversifie. Moi, je ne vois le monde que par l'entrepreneuriat. Et grâce à ma femme, on a fait quand même de l'immobilier parce que si ça ne tenait qu'à moi-même, je mettais l'immobilier en second temps. Et je ne vois vraiment que le monde que par l'entrepreneuriat. Moi, faire de l'argent, c'est entreprendre. Dernièrement, j'ai un des managers de Nino qui est venu me voir en fait pour demander en fait un accompagnement sur l'investissement. Les artistes, c'est des entrepreneurs. Ton business, c'est ce que tu fais au quotidien. Dans les pays occidentaux, c'est important d'avoir une fiche de paye, de pouvoir aussi peut-être avoir une prévoyance, de pouvoir s'assurer, de pouvoir peut-être avoir aussi un semblant de côté grand groupe où tu as des voyages, pourquoi pas louer des jets privés moins chers. Moi, je suis là. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Invest Mindset. Aujourd'hui, encore une fois, on reçoit un invité de marque, un invité qui a beaucoup de valeur et un invité qui a réalisé beaucoup de choses et qui a surtout un parcours d'excellence, Frédéric Itoa. Frédéric, comment vas-tu? Ça va très bien, Abdoul. Et toi? Écoute, ça va très bien. Je suis vraiment très ravi de t'avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Pour beaucoup de choses, parce que déjà, je pense que tu as pas mal de choses à partager à la communauté. Mais autrement, c'est parce que je veux apprendre à te découvrir aussi, parce que je suis aussi un amateur de tes vidéos et je voulais en savoir plus sur toi. Ça fait plaisir. Et savoir plus sur toi, donc dans un premier temps déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Yes. Bah écoutez, moi je suis Frédéric Itoa pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je suis père, marié avec 3 enfants. Je suis un entrepreneur, donc un serial entrepreneur. Je suis aussi youtubeur. Et donc j'ai eu une première partie de ma carrière dans l'armée où j'ai fait Saint-Cyr. Suite à un accident, j'ai dû donc me reconvertir dans la vie civile. Donc j'ai fait les cabinets de conseil EY, Deloitte, qui sont ce qu'on appelle des Big Four, donc des gros cabinets de conseil. Ensuite, je me suis mis à mon compte en tant que consultant, où j'ai fait pas mal de missions très très intéressantes. Et depuis peu, j'ai lancé The Momentum, qui est un incubateur qui me permet donc du coup d'incuber des entreprises. Ça me permet de prendre des parts dans des startups et des entreprises un peu plus classiques. Et là, depuis très récemment, je développe vraiment donc une suite de solutions adaptées à des profils comme moi-même, c'est-à-dire qui gagnent de l'argent en ligne via le digital. Donc pour l'instant, on s'adresse vraiment à des solopreneurs ou des personnes qui ont des petites équipes. Donc c'est vraiment des très petites entreprises. Okay. Et donc pour pas les citer, on s'adresse aux influenceurs. On s'adresse aussi donc à tout ce qui est infopreneur et toutes les personnes qui interviennent ou entreprennent dans le digital. Et donc là, j'ai vraiment une vision là prochainement de créer un écosystème. Donc quand je parle d'incubateur, je pense vraiment à un lieu physique où on pourrait avoir la liberté de créer et avoir vraiment tout l'écosystème nécessaire pour croître de manière vraiment assez smooth, de manière assez on va dire guidée, accompagnée. Et c'est pour ça que je me bats là cette année. J'ai lancé plusieurs programmes en dehors des solutions. J'ai lancé un programme d'accompagnement que j'appelle Partenaire Success. Je t'en dirai un peu plus, mais vraiment c'est toujours dans cette logique-là, d'aider vraiment la diaspora et même d'aider toutes les personnes qui n'ont pas su exploiter leur potentiel, de les aider à l'exprimer enfin à travers l'entrepreneuriat. Ok, c'est top. Avant de revenir sur ces aspects-là, en fait, de solutions que tu souhaites mettre en place, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours, en fait, parce que tu as un parcours d'excellence. Et moi, ce qui m'a frappé directement quand j'ai vu Saint-Cyr, je me suis dit, attends, Frédéric, il vient de quel milieu pour intégrer Saint-Cyr, toi? Oui, mais effectivement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que je sais que Saint-Cyr, c'est vraiment c'est l'école d'excellence. Hein. Et puis on n'y passe pas comme ça. Il faut savoir qu'à Saint-Cyr, ils ont un programme spécial pour les génies ou en tout cas des personnes d'exception en Afrique. Donc chaque année, ils recrutent en Afrique via un concours qui est ultra sélectif. Dans chaque pays, ils prennent 1 à 2 personnes, des pays d'Afrique francophone, des personnes qui vont venir suivre le programme à Saint-Cyr en tant qu'officier de l'armée de terre.
Moi, j'ai participé à ce concours-là, on était plus de 1000 candidats. Et l'année où je suis venu, j'étais le seul candidat qui avait été pris, pour donner une idée. Mais c'est un concours que j'ai fait 3 fois. Hein, donc, j'avais un peu plus d'expérience que tous ceux qui l'avaient fait avant. Et voilà, ça m'a permis de venir à Saint-Cyr, de faire ce programme grande école. J'avais vraiment l'objectif d'être officier dans l'armée de terre, donc voilà, j'étais parti pour une carrière de minimum colonel voire général, et j'aspirais vraiment à être général. Mais bon, j'ai sur un stage un stage commando, je me suis pété les genoux, donc j'ai eu malheureusement ce coup dur qui m'a demandé donc du coup de reconsidérer la question de carrière dans l'armée de terre. En plus, moi, j'étais en formation chez les commandos du génie à Angers. Okay. Donc, j'ai fait l'école du génie à Angers et on faisait les entraînements avec le 6e régiment, le 6e RG. Pour ceux qui sont dans l'armée, ils connaissent le 6e RG à Angers. Et c'est pendant cet entraînement, déjà j'avais quelques soucis au genou, mais pendant cet entraînement d'instructeur commando, je me suis vraiment vraqué. Donc ça m'a demandé de refaire encore un autre diplôme dans le civil, parce que j'avais déjà un master avec Saint-Cyr et tout, mais bon, je voulais vraiment m'intégrer sur un diplôme qui me permettait d'avoir du travail rapidement, parce que déjà à ce moment-là, bon, moi ma vie active elle avait commencé, hein, j'avais une femme, j'avais déjà ma première fille, responsabilité, du coup. J'avais déjà des responsabilités, et quand je me retrouve dans cette situation, je me vois pas continuer dans l'armée, surtout que j'étais dans l'armée pour faire un corps d'élite. Okay. Je voulais vraiment faire des corps de combat. Donc, s'il fallait vraiment être inapte et faire de l'administration, ça servait plus à rien. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers ce niveau d'exigence? Parce que rejoindre l'armée, c'est l'exigence oui, au max. Je pense que je voulais prouver quelque chose, parce que j'ai eu une enfance où j'ai été pendant une très grande partie de ma vie, de ma première partie de ma vie, j'étais, on va dire, aujourd'hui on dit quoi, fort, gros, obèse, je sais pas le bon terme. Le bon terme. Mais grosso modo, j'étais en surpoids. Ok. Voilà, j'ai eu une première partie de ma vie où j'étais en surpoids. Donc depuis le primaire et le collège, et je pense que ça m'a l'environnement en tout cas en Afrique était très très dur. On n'est pas dans l'environnement bisounours là où même ici c'est dur, hein. Je sais que des fois les enfants sont durs entre eux, mais moi c'était à la fois dans l'environnement familial et même dans l'environnement scolaire où j'ai mal vécu ça. J'ai mal vécu ça, et je pense que j'avais une revanche aussi à prendre. J'aurais pu la prendre de plusieurs manières, peut-être en cherchant l'argent, ou je sais pas, en étant déter dans l'entrepreneuriat. Mais moi, je pense que je voulais aussi avoir un électrochoc pour ma vie, tu vois. Et l'armée, c'était le bon moyen. Et j'ai pas commencé d'abord par l'armée de terre. Moi, j'ai essayé de faire l'armée de l'air, de devenir un pilote de chasse. C'est le rêve d'un peu tout le monde. C'est clair. J'y étais presque, mais bon, j'ai pas réussi au dernier moment. Mais j'étais presque, j'avais des heures de vol et tout. Et donc, c'est après cette expérience que je décide, n'ayant pas réussi à aller à Salon-de-Provence, parce que Salon-de-Provence a le même programme au Congo. Donc, on est formé sur des petits aéronefs en Afrique. Et après cette formation, on vient à Salon-de-Provence pour faire pilote de transport ou de chasse. Ça n'a pas marché. Bon, voilà. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, j'aurais peut-être pas eu la vie que je souhaite en tant que pilote de chasse. C'est sûr. Et du coup, brisure les genoux brisés. Après, tu décides de passer dans le conseil, c'est ça, Oui, je décide pas tout de suite de passer dans le conseil, parce que pendant que je pars de là, je suis en formation, mais je suis déjà dans une entreprise, puisque j'ai quand même des diplômes avant. J'avais déjà 2 masters. À Saint-Cyr, j'avais passé mon 2e master, mais avant de rentrer, j'étais déjà en master. Je vieillis pas vite, mais je commence à avoir un certain âge. Et là, ça fait longtemps. J'étais pilote, j'ai tenté d'être pilote, on était en 2007-2008. Donc, ça fait déjà... ça fait un moment déjà. Ça fait déjà un petit moment. Mais quand je rentre, quand je sors de là, pendant que je fais mon master, je travaille dans une entreprise, je vais pas la nommer, mais c'est une entreprise industrielle où j'ai la responsabilité en contrôle de gestion de 2 business units. Donc, ils m'avaient fait confiance quand même assez tôt, hein, parce que je n'avais pas prouvé d'expérience dans le monde civil, mais ils savaient que j'avais une rigueur militaire. Ils m'avaient déjà donné une responsabilité, quoi, parce que elle était pas mal. J'étais directement en frontal avec le directeur financier de la boîte, et puis mes interlocuteurs, c'était les patrons de BU, en fait. Et déplacé, quoi. Et oui, et pour la personne que j'étais,
c'est pas toujours évident quand on est dans un pays où on est entre guillemets étranger. Voilà, c'était une entreprise qui m'a fait confiance très tôt. Mais de cette entreprise, malheureusement, ils m'ont fait confiance, mais le salaire ne suivait pas forcément. Et j'ai décidé d'exploiter mon plein potentiel en allant vraiment dans le conseil à la dure. C'est-à-dire que je voulais vraiment apprendre et comme moi, j'ai découvert plus tard que je suis un multipotentiel. Je m'ennuie rapidement. Ouais, très. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu parles aussi de moi en même temps. C'est pareil aussi. J'ai toujours besoin de... Ouais, j'ai besoin de faire de nouvelles choses, j'ai besoin d'apprendre, et j'apprends très très vite. Donc, c'est très compliqué de rester à faire la même chose. Et donc, le conseil, c'était parfait. Ouais, et je me suis pas trompé. Ouais. C'était vraiment parfait parce que je changeais de mission. Tout le temps. Tout le temps, je faisais des choses nouvelles. Et puis le salaire aussi, ça devient un peu rapidement parce que moi en grade, je suis allé très très vite. Je suis rentré chez Deloitte en tant que junior. L'année suivante, j'étais déjà senior. Ah ouais. T'as grimpé. Ouais. Donc ça c'était cool. C'était cool. Et puis bon, après j'ai fait un autre cabinet qui s'appelait DBA entre Deloitte et EY. Et après je suis allé chez EY, j'ai fait manager. Et puis quand j'étais senior manager, je me suis dit non, là il faut qu'on parte. Ouais, du coup c'est quoi? Parce que quand on voit ton parcours, c'est rigueur, sérieux, suivi suivi vraiment des règles, etc. Et là, bascule vers le côté entrepreneur. Ouais. Donc c'est en fait, moi, je me définis et je me suis rendu compte de ça que il y a pas si longtemps que je suis vraiment un hustler. Et au fait, un hustler dans le sens où je suis vraiment un acharné de travail. Okay. Je me rendais pas compte à l'époque, même quand ma femme me disait, ouais, mais non, mais c'est trop, tu vois, parce que moi, je me levais à 5h du matin quasiment tous les jours, des fois même le samedi et le dimanche. Je me rendais pas compte peut-être parce que c'était un rythme qui s'était inscrit en moi avec l'armée. Et en fait, je pensais que c'était naturel. Ouais, sauf que le civil, c'est pas... Non, or que tout le monde ne vit pas comme ça. Non. Les gens sont plutôt tranquilles, week-end, on va se balader et tout machin. Donc ça rendait fou ma femme. Je me dis, mais est-ce qui je suis tombé là, tu vois? Mais en fait, je me définis maintenant bien, je suis un hustler. Mais pour l'avoir fait pendant 10 ans, je peux te dire tous les mauvais côtés de ça. Ouais. Je peux te dire tous les mauvais côtés de ça. Et quand tu parles de rigueur, finalement, ma rigueur, c'est la discipline. C'est le fait de pouvoir faire des choses dont je n'ai pas envie, mais de les faire quand même. Ok. Voilà. Tu vois, parce qu'on pourrait penser que j'aime ça. Non. Et ce que je dis souvent à ma femme, non, c'est pas que j'aime ça. J'aimerais aussi être comme toi, pouvoir être dans mon téléphone jusqu'à 8 heures. Je dis pas qu'elle fait que ça, mais j'aimerais avoir la vie de tout le monde, regarder des séries Netflix. Moi, je regarde pas des séries parce que en fait, dès que c'est en série, ça signifie qu'il faut regarder longtemps. Donc déjà, moi, un film, avant, ça me prenait 1 semaine pour regarder un film d'1h30. Donc, je regarde 10 minutes ici. C'est-à-dire que tu t'ennuies en regardant le film, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que je peux pas me permettre de passer 1h30 sur un film. Je suis d'accord avec toi. Je commence à avoir ça en tête aussi. Les séries, j'arrive plus du tout. Je peux pas. C'est une perte de temps. Parce que, en gros, moi, je le vois comme, c'est du temps que t'aurais pu prendre pour apprendre des nouvelles choses, etc. Mais surtout, la chose que je me dis, c'est, les gens vont nous trouver de fous, de malades même. La chose que je me dis, c'est que si au moins c'était la vraie vie, ça justifierait le temps que je passe dessus. Mais c'est même pas réel. Tu vois, si je passe du temps à regarder une vidéo que toi tu fais sur comment tu développes ta boîte, dire que c'est du temps perdu, ce serait mitigé. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément du temps perdu, parce que la vie m'a montré que tu peux pas prévoir. Il y a peut-être des chances, même si je te connaissais pas, je peux te rencontrer un jour et que d'avoir vu comment tu fais des choses, non seulement ça va m'apprendre comment ça fonctionne quand on est toi, mais surtout ça peut me permettre d'avoir un lien avec toi et de te dire ouais, j'ai vu ton truc, ah ouais, pas mal ce que tu fais, tu vois. C'est vrai. Mais quand tu regardes un film, bon, à moins de rencontrer DiCaprio et dire franchement Inception, Inception, beau travail. Tu vois, il y a aucun intérêt. Mais quand tu regardes Oussama Ammar, ou tu regardes tes vidéos, tu regardes Ibrahima Sissoko et tout, c'est réel. Donc, tu peux te dire, ok, peut-être que ça servira. Et de toutes les manières, mes centres d'intérêt me poussent à regarder des vidéos. Même lorsque c'est de l'entertainment, je regarde des vidéos qui m'intéressent.
Tu vois, je regardais par exemple des vidéos de Philippe Simo, il y a des trucs qui disent ça n'a rien à voir avec mon... Tu vois, ça m'apporte rien. Ouais. Après, je pense qu'il le fait pour avoir son public. Quoi. Enfin, non, je suis pas la cible. Ouais. Tu vois, je suis pas la cible très clairement, sur la plupart des choses. Mm. Mais ça te permet de te détendre sur des choses qui sont pas irréelles. Il parle de choses qui sont liées quand même à la réalité. Et puis, c'est des choses aussi que tu peux... Parce que même si tu es dans ton monde, il faut quand même que tu aies du discours et de la répartie quand tu parles à des gens qui sont pas dans ton univers. Ouais. Tu vois, c'est sûr. tu peux pas forcément non plus parler que de business en permanence. Tu dois... Et c'est pour ça que toi, tu fais des vidéos où, en fait, tu racontes des histoires, par contre, là, qui sont vraies. Ouais. Et tu prends des exemples de personnes qui ont réussi ou des histoires réelles. Ouais. Et là, tu les décortiques et... C'est ça. Parce que mon process d'apprentissage, c'est vraiment de regarder ce que ont fait les autres, les erreurs qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont réussi. C'est le process le plus rapide, à mon avis. Parce que ça te permet d'avoir des mentors que tu peux avoir en direct. Ou même, c'est comme si tu partais visiter une prison, tu vois un mec qui a escroqué, qui a fait une escroquerie financière, et tu discutes avec lui. Moi, j'ai le même processus de discussion avec quelqu'un qui a fait des pires conneries dans sa vie, mais en étudiant ce qu'il a fait. Exactement. Tu vois. Et moi, ça me permet aussi de voir, parce que tu vois, quand j'analyse vraiment, je n'ai jamais analysé un escroc ou quelqu'un qui a volé de l'argent à des centaines ou des milliers de personnes, qui s'est dit, ouais, je vais escroquer des gens. Non, je pense pas. Ouais, tu vois. Non, je pense pas que ce soit... ouais, c'est toujours un processus dans lequel tout le monde peut tomber. C'est-à-dire que tu te laisses emporter par ton incompétence, par le fait d'être mal entouré. C'est toujours un peu des fois de l'incompétence. Ou des fois, c'est l'environnement. Okay. Quand tu vois, par exemple, certaines vidéos, c'est des personnes qui sont clairement des brouteurs, hein, des arnaqueurs en ligne. C'est des hackers, mais du mal. Bah, c'est des personnes qui ont rencontré des mauvaises personnes. Ouais. C'est des génies qui ont été détournés. Ouais, c'est ça. c'est exactement ça. Ouais. Donc moi, ça m'apprend, ça me permet aussi, mais surtout quand tu regardes, en Afrique, t'as des hommes d'affaires, c'est des ultra génies. Parce que l'environnement est infiniment plus toxique, plus dur qu'ici. Ici, t'as tout qui est dressé, t'as l'ADI, t'as, je sais pas, l'accompagnement, la mission locale et machin. Là-bas, t'es la dure, quoi. Ouais, tu dois te débrouiller vraiment tout seul. Ouais. Et quand tu analyses la vie des gars, qui aujourd'hui sont des multimilliardaires, tu te dis, ah ouais. Tu comprends tu vois les tenants et les aboutissants, ça t'apprend des choses. Et du coup, ces vidéos, elles ont pour but d'éduquer la diaspora, entre autres, ou, en fait, toutes mes vidéos n'ont qu'un seul but, c'est de tourner le regard de la personne qui regarde la vidéo vers son propre intérieur. Okay. De se dire, ok, comment la vie de la personne que je suis en train de regarder va m'aider à me poser les bonnes questions par rapport à moi-même, ma propre vie. Parce que je suis convaincu parce que je l'ai été pendant très longtemps, en chacun de nous, il y a un potentiel qu'on exploite mal, tu vois. Et le bon moyen de savoir que tu as ce potentiel, c'est des fois de voir des gens qui ont moins que toi, qui ont réussi des choses extraordinaires, tu vois. Ouais, et là, tu te dis, attends, je comprends pas. Moi, j'ai tout ça. Je suis en train de tourner en rond là, en train de passer mon temps, je sais pas, faire quoi, regarder le plafond. Alors qu'il y a des gens qui sont même pas aussi talentueux que moi, ou voilà, mais qui font des choses que je pourrais très bien faire, tu vois. À chaque fois que l'humanité passe à côté du potentiel d'une personne qui est venue sur Terre, qui s'est incarnée, l'humanité est en train de rater toute occasion de progresser. Pour tout le monde, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui auraient vraiment pu résoudre des problèmes, des vrais problèmes. Mais parce qu'on s'est dit, bon, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont gros, parce que machin, etc., on va pas leur donner l'opportunité d'exprimer ce potentiel. On passe à côté de plein de choses. Et c'est quoi ta solution, toi, pour exploiter le potentiel des gens? La solution, c'est justement la formation, c'est l'incubation. C'est-à-dire que moi, je pense que ce que je dis là n'aurait pas été possible il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est dans un monde où, logiquement, puisqu'on est aidé par toutes les intelligences artificielles, moi, en ce moment, je suis à fond sur OpenClaw et tout, les agents. T'as raison. T'as raison, parce que si on prend pas le pas, tu vois, c'est un vrai problème. Mais moi, comment je les analyse, je me dis, ok, c'est enfin le moyen de donner du pouvoir à la personne qui n'a pas les leviers. Exactement. Donc, qui n'a pas le bon écosystème,
qui n'a pas eu la chance d'être né dans le 16e à Paris, qui n'a pas la chance d'avoir des parents qui t'encouragent, etc. Tout ce que tu n'as pas pu avoir, tu peux enfin, et même si tu n'as pas les moyens de lever des équipes, etc., tu peux enfin n'exprimer que ton idée. Je dis pas que c'est facile. Ouais, mais c'est rien qui est facile de toute façon, en tous les cas. C'est inédit. L'humanité n'a jamais, ça n'a jamais été le cas. Ouais, et là, aujourd'hui, c'est possible. C'est-à-dire que avoir la bonne idée et avoir la capacité de se nourrir de bonnes informations, c'est déjà un super pouvoir. Parce que bien sûr, si tu donnes l'intelligence artificielle n'importe quoi, il va te sortir n'importe quoi. C'est sûr. Tu vois. Mais maintenant, on est dans un monde où, lorsque tu as la capacité d'apprendre, tu as la capacité d'apprendre de tes pairs, de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, tu peux, sans avoir énormément d'argent, construire quelque chose et apporter ta solution à l'humanité. C'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. C'est fou. Moi, je suis sur pas mal de projets en annexe, tu vois, et en fait, le ticket d'entrée, il est beaucoup plus faible que non, mais il est faible il est beaucoup plus faible de fou. Et donc, pour moi, l'incubateur fait sens. L'incubateur, c'est donner une plateforme où des personnes à qui on n'aurait pas donné l'heure puissent entreprendre et exprimer ce qu'ils ont exprimé, que ce soit des créateurs de contenu, que ce soit des infopreneurs, parce que moi je suis pas limité à la création, à l'innovation, start-up, etc. et tout. Pour moi, tant que tu peux toucher tes clients worldwide sur le digital, c'est bon, tu vois. Et donc tu peux nous parler un peu plus de ta solution là que t'as mis en place, du coup. Oui, aujourd'hui, donc on est en plein développement. Là, la phase numéro 1 de mon plan, c'est vraiment de proposer un écosystème de solutions digitales. On n'est pas encore sur l'incubateur où tu as aussi le lieu physique où tu peux te déplacer, etc. On va y arriver. Donc, moi, je suis un créateur de contenu et il m'apparaît évident maintenant dans ma position quelles sont les difficultés qu'on a lorsqu'on essaie de vendre en ligne ou lorsqu'on crée du contenu pour générer des revenus. Par exemple, tu te dirais, mais si tu regardes mes vidéos a priori, tu vas te dire, ok, bon, le gars fait des vidéos de storytelling, mais si je te disais que, on va dire, pas qu'une fois, mais je peux te lister plusieurs vidéos sur ma chaîne. Si je te dis que cette vidéo m'a rapporté 10 000 euros, tu croiras pas. Je dis bien 10 000 euros. Je parle pas de 1 000 euros. 10 000 quand même. 10 000, d'accord. Une vidéo qui m'a peut-être coûté, je sais pas, 500 à 1 000 euros à produire. Donc, si moi je sais le faire, je me suis rendu compte que il y a des gens qui sont plus avantagés que moi, qui pensent que ils créent du contenu divertissant, donc ça ne peut pas rapporter de l'argent. Parce que moi, c'est ce que je fais, mon contenu il est divertissant. Ouais, tout à fait. Je parle pas de business. Bon, je parle du business, mais je parle d'entrepreneur. Mais je ne parle pas concrètement de comment y arriver. Tu vois, comment on fait. Comment on fait, Alors, la croyance populaire, c'est que pour gagner de l'argent, il faut dire comment on fait. Mais moi, je parle pas de comment on fait, mais pourtant, j'ai des vidéos qui ont rapporté 10 000 euros. Parce que tu éduques aussi, parce que mine de rien, avec tes vidéos, ça permet d'éduquer les gens, indirectement. Mais tu vois, moi, en étant dans le cœur du réacteur et en sachant comment le faire, j'ai fini par comprendre que il n'y a pas que l'éducation qui permet. C'est vrai que quand tu éduques, c'est un super pouvoir, mais il n'y a pas que l'éducation qui permet vraiment de gagner de l'argent en tant que créateur de contenu. Et c'est là où il faut comprendre que les gens qui regardent tes vidéos, quel que soit ce que tu fais, si tu me regardes et que tu crées du contenu même drôle, ces gens-là, on a tendance à oublier que ce sont des humains avec toute leur complexité et surtout des besoins. Ça fait. Et ça, j'ai vraiment réalisé ça quand j'avais interviewé un multimillionnaire, il pèse 500 millions de dollars aux États-Unis, au Texas. Il s'appelle Raphaël Giné. Je le salue d'ailleurs. Ça fait un moment que je ne l'ai pas appelé, mais il faut que je lui donne des nouvelles. Et il m'avait dit, mais en fait, Frédéric, tu t'en rends pas compte? Il m'a demandé, mais t'as combien d'abonnés? Je lui ai donné le nombre. Et il me disait, en fait, si tu prends ton nombre d'abonnés occidentaux, chacun gagne en moyenne 40 000 euros. Il me disait, au fait, il a fait une multiplication et ça faisait, je crois, 400 millions, je sais pas, 4 milliards. Il dit, t'as 4 milliards qui te regardent.
Ils attendent que tu leur proposes des solutions. Tu vois? Non, mais bien sûr, tu peux pas capter les 40 000 euros de la personne, non, mais sûr. tu peux en capter une partie en réglant ses problèmes. C'est ça, exactement. Tu vois? Et donc, moi, mon principe, c'est que même si tu n'as pas la compétence de régler ces problèmes, tu peux servir de canal pour ceux qui ont la compétence pour régler les problèmes de ton audience. Donc, ça m'emmène aux solutions. Moi, là, je crée vraiment un ensemble de solutions qui permettent aux personnes qui vendent en ligne, donc aux influenceurs, aux infopreneurs et à toutes les petites entreprises qui vendent vraiment en ligne, de mieux créer, de mieux mesurer ce qu'ils font et surtout de mieux monétiser leur contenu. Donc, tout simplement, par exemple, j'ai un outil qui s'appelle Kickstats, qui est aujourd'hui utilisé par les membres de mon accompagnement et qu'on va rendre disponible, bon, qui est déjà disponible, hein, tu vas en ligne, tu peux t'inscrire dessus et tout, mais qu'on va rendre disponible à travers un modèle économique qui soit avantageux. Et Kickstat, c'est l'outil qui me permet de te dire que j'ai des vidéos, plusieurs, qui me rapportent 10 000 euros. Pourquoi? Parce que on a créé une architecture qui te permet de dire, OK, telle vidéo me rapporte tant. Donc, c'est-à-dire que tu as une visibilité complète sur ce que te rapporte chacune des vidéos, première des choses, mais tu vois exactement les leads que cette vidéo t'a rapporté, comment ils se comportent dans le pipeline, qui est parti jusqu'au bout, qui s'est arrêté au panier, qui n'a même pas regardé la page produit, tu vois, ou qui n'est pas venu à l'event de conversion. Parce que moi, pour faire ça, j'ai fait un webinaire et des challenges toutes les semaines. Je dis bien toutes les semaines que Dieu a fait, sauf pendant la période Noël, le Nouvel An. Toutes les semaines, j'étais soit en webinaire, soit en challenge. Donc, je faisais un événement de conversion par semaine pour me permettre de créer un tunnel intelligent. Et donc, ça me permettait de savoir pour chacune des vidéos, OK, qu'est-ce que je dois calibrer en termes d'angle marketing, en termes d'audience aussi à qui je parle, pour avoir le meilleur rendu, en tout cas le meilleur rendement dans la caisse. Et ça, quand tu es un créateur, un influenceur, une petite entreprise qui utilise le contenu pour promouvoir ses produits, c'est vraiment un vrai signal. Donc, ça, c'est la partie mesure. Et sur la partie mieux monétiser, donc j'ai une plateforme justement qui se connecte automatiquement à tous les outils qu'on crée dans notre écosystème. Et cette plateforme, elle permet aux influenceurs, donc du coup, de pouvoir mettre en avant des solutions et des produits sur leurs propres réseaux sociaux, sans avoir à se taper la paperasse des partenariats. Tu sais, hein, les influenceurs, avant, il fallait signer des partenariats avec les marques et tout. Moi, l'idée, c'est d'avoir une plateforme où tu crées ta boutique en tant qu'influenceur ou créateur et tu listes, ou en liste, on te propose en suggestion des produits en automatique qui conviennent à ton audience. Quand c'est listé dans ta boutique, tu as juste à prendre le lien de ta boutique, à mettre sur ta bio, ou en tout cas même à faire des contenus où tu parles de ta boutique ou des produits qui sont dans ta boutique. Et à chaque fois que ça vend, tu touches immédiatement une commission. Et tu n'as pas géré. T'as pas géré la logistique, t'as pas géré tout le delivery, au fait. Le fait que la personne touche, le fait que le client, donc ton audience, puisse être servi. Tout ça, c'est nous qui nous en occupons à travers les marques. Donc, on sélectionne vraiment des entreprises qui sont très sérieuses pour qu'il n'y ait pas de raté ou de mécontentement sur l'expérience. Là, vraiment, l'idée, c'est de croître tout ça, donc d'aller même sur des solutions administratives. On en parlait tout à l'heure, vraiment d'aider même les influenceurs, les créateurs à vraiment avoir une vraie situation. Dans les pays occidentaux, c'est important d'avoir une fiche de paye, de pouvoir aussi peut-être avoir une prévoyance, de pouvoir s'assurer, de pouvoir peut-être avoir aussi un semblant de côté grand groupe où tu as des voyages, pourquoi pas louer des jets privés moins chers. Moi, je suis là. Louer des jets privés, faire des soirées dans des yachts et tout, et avoir vraiment un package où t'as tout ce qu'on trouve quand t'es salarié dans une grosse boîte. Tu vois, mais avoir ça quand t'es indépendant, petite entreprise ou influenceur, créateur. Tu vois. C'est sympa parce que en fait, t'as résolu en fait la problématique de tout le chef d'entreprise. Donc déjà le métrique, donc c'est être en capacité de savoir en fait où est-ce que t'en es, et là grâce à ça t'arrives à savoir ok, cette vidéo elle génère tant, celle-là elle marche bien, ça c'est à partir du moment où t'arrives à avoir une visu déjà pour un chef d'entreprise, c'est la meilleure des choses. Et la deuxième chose, c'est comment en fait t'as ubérisé en fait toute la partie en fait partenariat des vidéos, etc. C'est deux produits qui sont vraiment très puissants.
Là, on est en cours de développement. La partie monétisation, j'en ai pas parlé, mais là, c'est tout ce que je dis est déjà en ligne. Hein. Ça s'appelle MyClicka. Donc la plateforme, c'est Clicka, K-L-I-K-K-A. Et l'idée là, c'est vraiment sur 2026 de donner de la notoriété à tout ça. Je n'ai les moyens, j'ai l'audience pour. Je pense qu'on n'a pas une vraie solution, donc je vais vraiment me battre pour que ce soit mis dans les mains de ceux qui en ont vraiment besoin et que ce soit pas juste un truc où nous on se fait plaisir et qu'on utilise. Et la stratégie a été pensée depuis le départ, c'est-à-dire que au départ quand tu as fait tes vidéos, c'était de créer une audience, ensuite pour leur proposer en fait une solution à cette audience-là et d'ailleurs les accompagner. Non, moi je vis vraiment au jour le jour. La stratégie de départ, c'était de se dire comment je peux influencer les personnes pour qu'elles sachent que elles ont un potentiel et elles peuvent le déployer. Voilà. C'est pas été le schéma intellectuel de se dire, OK, aider les personnes à déployer leur potentiel, c'est faire des vidéos de storytelling. Ça n'a pas été naturel. Je te promets que ça n'a pas été naturel. Parce que c'est pas la première des choses que tu te dis. Non, c'est vrai. c'est vrai. Là, j'ai eu un petit coup de pouce, bon, pour ceux qui croient pas, c'est pas un problème. Mais moi, là, j'ai eu un coup de pouce de Dieu. Parce que je ne faisais aucun rapport entre ce que je voulais faire et le type de vidéo. Ça m'a été quasiment proposé sur un plateau en inspiration. Et même quand j'ai été inspiré par cette idée, l'exécuter, j'étais pas convaincu. Parce que je voyais pas, mais en quoi ça aide les gens de faire des vidéos de storytelling. T'es pas convaincu. Je comprenais pas ce que je faisais. Et c'est curieux, hein, peut-être que les gens pensent que je savais ce que je comprenais rien. Mais j'ai fait confiance à l'inspiration qui était venue et comme je l'ai reçue vraiment, donc j'étais dans mon lit et je reçois l'inspiration et ça me réveille. Donc je me dis il y a c'est la solution. Il y a une puissance qui veut que je l'exécute comme ça, je vais le faire comme ça. Et l'idée, comment tu vois les choses, c'est là, donc tu as développé 2 outils hyper puissants. Et derrière, c'est parce que en gros, tu vas avoir ta communauté sur ces outils-là. Et derrière, c'est quoi? C'est de faire grossir cette communauté, leur proposer des outils annexes. Oui, derrière, c'est faire grossir cette communauté. Donc aujourd'hui, on a créé l'accompagnement partenaire Success. Partenaire dans mon écosystème, c'est vraiment un partenaire des marques. Donc sur Clicka, c'est vraiment l'influenceur, le créateur ou la personne lambda qui veut créer du contenu via ce qu'on appelle du clipping, mais j'en parlerai pas trop dans cette vidéo, sinon il faudrait expliquer, etc. Mais aujourd'hui, en 2026, il y a des solutions maintenant pour des personnes qui n'ont aucune influence ni compétence, utiliser le contenu des autres pour pouvoir gagner de l'argent. Ça s'appelle le clipping. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut onboarder sur cette plateforme des partenaires qui peuvent être des débutants complets, des salariés, des personnes lambda qui créent du contenu via du clipping. On intègre les créateurs dont c'est vraiment la passion et le métier. Et je fais distinction entre le créateur et l'influenceur parce que l'influenceur, il a vraiment vocation à avoir de l'influence. C'est-à-dire que son but, c'est l'influence. Le créateur, il est dans le partage de sa passion, en général même pour gagner des revenus autour de sa passion. Voilà. Et je fais vraiment la distinction entre ces deux profils parce que je leur parle pas de la même manière. C'est ça, tout à fait. Mais ils ont une solution à travers cet accompagnement partenaire Success où on me permet de mettre en place, de leur montrer comment améliorer ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle, soit découvrir une nouvelle solution pour gagner de l'argent. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je pense à la première audience de salariés, de personnes étudiantes ou voilà. Ou juste d'améliorer ce qu'ils font déjà avec des IA et d'autres solutions qui viennent de mon expertise, parce que je passe pas de 0 abonnés sur YouTube à 60 000 par hasard. C'est vrai qu'on n'a pas bien assez parlé, mais oui, je passe de 0 à 60 000 en moins d'un an sur YouTube. Et j'ai une chaîne TikTok où j'ai 160 000 abonnés. Donc, j'ai quand même percé quelque chose sur la viralité et sur d'autres aspects du management d'une activité en ligne. Et ça, il y a même des personnes qui sont influenceurs, qui ont une vraie personnalité, qui les aident à avoir de l'audience, mais qui ne comprennent pas vraiment ce qui permet que ça marche. Donc, ils ont créé quelque chose, mais ils veulent plus toucher à rien parce qu'ils ont peur de tout casser. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Pas exactement c'est quoi les leviers qui ont fait que ça fonctionne. Donc, du coup, ça bascule rapidement dans de la polémique, dans des insultes sur les réseaux sociaux, parce que, au moins, ça, c'est des valeurs sûres. Ça crée le clivage et, ça crée, tu vois, un peu à la Andrew Tate. C'est une valeur sûre,
Mais combien de temps ça va rester une valeur sûre face aux IA? Ouais. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc, si tu ne comprends pas vraiment comment on fait vraiment pour avoir de la croissance en audience et vraiment gagner de l'argent en ligne, très rapidement, tu peux devenir une commodité en tant que créateur ou influenceur. Exactement. Mais par contre, quand tu comprends vraiment, bah, tu peux créer, bien sûr, il faut toujours quand même polariser, mais tu peux créer une attention autour de ta personnalité en connaissance des causes. Ouais. Et moi, je te donne les outils pour que tu prennes des décisions avec l'IA ou sans l'IA, mais que tu prennes des décisions sur la data. Que tu comprennes, ok, c'est tel type de vidéo dans mon écosystème à moi qui fonctionne sur mon audience. Tu vois. Et tu l'appliques déjà du coup pour toi, hein? C'est ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une visibilité complète sur ce qui fonctionne et sur ce qui fonctionne pas. Bien sûr, on s'améliore toujours au jour le jour, on va toujours de plus en plus loin. Mais aujourd'hui, c'est ça. Je suis vraiment dans cette logique, je l'ai toujours été, d'apporter des solutions. Et j'espère vraiment, je prie vraiment qu'on arrive à solutionner la vie de beaucoup de personnes qui sont dans mon cas de figure. Ok, grâce à cette solution. Mais en fait, moi, je vois pas mal d'analogies avec mon activité, moi, parce que, comme je t'expliquais, moi, j'ai aussi une communauté. Bon, c'est pas 60 000 personnes. Oui, mais mais j'ai une communauté quand même de personnes. Le plus important, je suis juste là entre parenthèses, et je le dis pour ceux qui nous regardent, le plus important, c'est à quel point tu es utile. Ouais, c'est ça. Et peu importe pour combien de personnes, pour 300, pour 4, pour 100 000, mais est-ce que tu es utile pour les gens qui te suivent? Je pense que oui. Oui, non, bien sûr. Non, c'était pas une question pour toi, mais la réponse, elle est évidente. Ouais. Ce que tu fais est grandement utile. Et tant que tu es sûr de ça, bah, en fait, tu es en train de faire ta mission. Tout à fait. Et du coup, comme je te disais, cette communauté-là, on est sur la phase où, un peu en amont de toi, c'est-à-dire que la communauté, elle est créée. Toi, tu l'as créée, en fait, avec tes vidéos YouTube, entre autres. Ouais. Et nous, on est sur la phase où, on souhaiterait, en fait, leur proposer des solutions. Tu vois, un peu comme une solution plateforme, etc., où derrière, on va leur proposer des outils qui va leur permettre, ils sont plus sur la partie investissement, mais des outils qui va leur permettre derrière de réaliser leur demande, c'est-à-dire des investissements, ce genre de choses-là, tu vois. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant avec toi, parce que toi, t'es dans la phase aval, du coup, t'as mis en place cette plateforme-là. C'est ça. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, de ce que je vois, c'est que ta plateforme, elle peut être alimenté par pas mal de choses. On en parlait tout à l'heure. Yes. Et c'est très intéressant parce que tu vois, moi, par exemple, je suis clairement la cible idéale pour les solutions que tu proposes. Tu vois, même si même si que ce soit digital ou pas, la grande question quand tu gagnes un peu d'argent, c'est de te dire, ok, comment je mets à l'abri ma famille, comment je fais que je diversifie. Tu vois, par exemple, moi, je ne vois le monde que par l'entrepreneuriat. Et grâce à ma femme, on a fait quand même de l'immobilier, parce que si ça ne tenait qu'à moi-même, je mettais l'immobilier en second temps. Tu vois. Et parce que pour moi, je ne vois vraiment que le monde que par l'entrepreneuriat. Moi, faire de l'argent, c'est entreprendre. Tu vois. Et, je suis d'accord. Mais ça peut être une vision aussi dangereuse, parce que l'entrepreneuriat, c'est risqué. Je dis pas que le reste n'est pas risqué. L'immobilier, même, t'as un tsunami, je sais pas quoi, un truc. Tout est risqué. Quand tu sors de chez toi, tu marches dehors, c'est risqué. C'est risqué. Tout est risqué. Mais la diversification, c'est quand même un principe de base. Il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Et tous ceux qui nous ont précédés, qui disaient qu'il faut diversifier, ils étaient pas complètement idiots. Ils avaient quand même compris quelque chose. Peut-être que il faut suivre leurs conseils. Donc, tu vois. Donc, c'est imprudent de ma part d'être aussi focus sur l'entrepreneuriat. Et donc, des fois, tu as besoin de déléguer, ou tu as besoin qu'on te tire un peu les oreilles par un professionnel. Tu vois, tu as besoin que quelqu'un te dise, attention là, Frédéric, t'es pas protégé. T'as pas de prévoyance, t'as pas machin. Bon, l'immobilier, t'en es où? Tu vois, ou patrimonialement parlant, c'est pas solide, etc. Et si personne ne te dit ça quand t'es un entrepreneur, en fait, tu t'en fous. Ouais, c'est la réalité. Et c'est la vie d'un créateur. Tu vois, ceux que je vais aider qui sont comme moi, je sais qu'ils s'en foutent. Ouais, j'ai des exemples concrets. Je sais qu'ils s'en foutent complet jusqu'à ce que le drame arrive. Parce que, en fait, ce qu'on sait pas, c'est que quand t'es créateur ou influenceur, t'es pas trop différent d'un artiste, finalement.
comme un artiste, comme un joueur de foot, etc. C'est juste que tu gagnes un peu moins. Ou peut-être si t'es Squeezie ou je sais pas, Philippe Simo, là, peut-être tu gagnes 1 million. Mais quand t'as pas le million d'abonnés, quand je prenais ces exemples, je parle de ceux qui ont des millions d'abonnés, hein. Peut-être que pas les gens, million d'euros, ouais. mais, oui, mais peut-être qu'ils ont le million d'euros. Aussi. C'est pas exclu. Mais je dis, à part quand t'es dans ces conditions-là, et même, t'es jamais à l'abri. Tu vois, on a vu des joueurs de basket ou de foot qui ont gagné des millions, des boxeurs, des combattants du MMA qui ont gagné énormément d'argent, mais on sait comment, pour certains, ça s'est mal passé. Ouais. Enfin, moi, j'ai plusieurs exemples, hein. Moi, dernièrement, j'ai un des managers de Nino qui est venu me voir, en fait. Ouais. Pour lui demander, en fait, un accompagnement sur l'investissement. Parce que, on les voit comme ça, on a l'impression qu'ils sont milliardaires, etc. Enfin, ils ont 1 milliard de choses. Ouais. Mais derrière, l'investissement, il est souvent très, très mal géré. Oui, c'est mal géré parce que c'est un vrai problème. Les artistes, c'est des entrepreneurs. Ils sont exactement le profil que je te décrivais. Et moi, je les comprends parfaitement. Parce que ton business, c'est ce que tu fais au quotidien. Donc, tu vois tout par ça. Tu vois tout par ça. Et t'as besoin d'être assisté sur tout le reste. Mais il y a des choses, tu vas dire ça au commun à n'importe qui n'est pas dans la configuration d'un entrepreneur, il va te dire, mais c'est n'importe quoi. Quand tu es entrepreneur, tu as besoin même d'être assisté sur des choses de ton quotidien. T'acheter des habits. Exactement. C'est-à-dire penser à t'acheter des habits. C'est la vérité. Il faut que tu le délègues. Que quelqu'un pense à ce que ton garde-robe, il soit un peu renouvelé pour que dans les émissions où tu passes, tu n'apparaisses pas toujours avec les mêmes fringues parce que c'est curieux à dire, mais quand t'as plusieurs boîtes et tout, t'as un focus, ce que tu portes, tu t'en fous. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Non. Mais c'est la réalité. Enfin, moi, plus j'ai de la croissance au niveau de la boîte, plus moi je fais attention à ce que je non, mais parce que en fait, tu t'en fous, mais complètement. Tu t'en fous complètement et c'est dangereux. C'est dangereux parce que y a pas que le business dans la vie. T'as une femme, il faut toujours continuer à la séduire et moi, je le dis parce que je suis marié déjà depuis plus de 12 ans maintenant. Et le nombre de fois où tu oublies qu'il faut rester un séducteur et tout. Pourtant, moi, je suis pas très vieux. J'ai pas encore passé les 50 ans. Donc, j'ai envie de dire, il faut rester séducteur. Il faut garder les pieds sur terre. Il faut pas que le business devienne comme une obsession et que ça te bouffe complètement, tu vois. Et donc, ces aspects-là, je reviens au sujet, les aspects-là, il faut accepter de les déléguer. Parce que tu peux pas te dire, oui, il faut que je le fasse. Tu le feras pas. Ouais, tu le feras pas. Tu le feras pas. Oui, il faut que j'achète un appartement. Tu ne le feras pas. Arrête de nous raconter des conneries. Tu le feras pas. Tu le feras pas. Ouais. Il faut que je m'achète plus de fringues. Il faut que je renouvelle. Tu le feras pas. Il faut que je réserve ceci. Il faut que je paye. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé. T'as des impôts à payer. Tu sais que tu dois les payer. En fait, c'est dans ta tête. Tu dois les faire, mais tu les fais pas. Tu le fais pas. Non, mais c'est vrai, carrément, c'est vrai. Non, mais c'est la réalité. Parce que, en fait, t'es concentré sur ton activité et t'as pas forcément le temps ou l'énergie ou enfin, la charge mentale est tellement grosse que tu t'oublies. Non, bah, tu peux pas. C'est-à-dire que t'es en paralysie complète. C'est-à-dire que t'as tellement de choses à faire que tu es paralysé. Il y a que des gens qui sont dans cette configuration qui vont comprendre. C'est-à-dire que tu ouvres un message WhatsApp, c'est un nouveau problème qui arrive. Tu dois répondre à ce message. Tu te dis, je vais y répondre. Mais en fait, même se dire ça, c'est du mensonge. Tu vas pas y répondre. Tu vois? Mais la personne te demande un truc qui est très, très simple. Hein. Il peut te demander... c'est par exemple le jardinier qui te dit, vous aimeriez que je passe plutôt jeudi à 13h ou vendredi matin. Et je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais même ça devient une décision difficile à prendre. Parce que tu te dis, attends, faut que je regarde là, est-ce que j'avais ça de prévu, est-ce que j'avais pas dit oui à un tel, est-ce que j'avais pas... non, mais c'est pour ça que, même dans ton écosystème, là, que tu es en train de mettre en place et que je pense que tu vas enrichir, c'est là où je vois, nous Invest, en tout cas, venir s'implanter, et pourquoi pas... Mais c'est des partenariats comme ça. En fait, tu vois, moi, je peux pas tout faire, c'est sûr. Je peux faire que sur le contenu, sur le business, c'est quelque chose assez normal, c'est mon domaine, et puis moi, je suis un ancien contrôleur de gestion. Donc, je peux apporter cette logique un peu KPI, gérer son business, etc.
Mais l'investissement, je suis nul complet. Faut dire les choses. Je le fais pas au quotidien et tout. J'ai de la culture parce que je suis quelqu'un qui apprend beaucoup. Et puis je viens de la finance. Mais je vais pas prétendre que c'est mon métier au quotidien. Ça évolue tellement très vite. Donc oui, moi c'est naturel de faire des synergies avec des boîtes dans lesquelles on trouve du sens. J'ai pris des parts dans un cabinet qui permet d'investir à Maurice, par exemple, avec une amie Elodie qui passera, que je pense qu'on va faire un podcast bientôt. Et la logique, en fait, pourquoi c'était intéressant? Parce que Elodie, avec ce cabinet, on est devenu partenaire d'une boîte qui s'appelle Lloyd Davis. Et cette boîte, au fait, ils ont des milliers de biens de luxe partout sur la planète. Donc en location. Ils ont près de 5000 jets privés à louer. D'accord? Et des yachts. Et ils font de l'immobilier de luxe à Maurice. Et en fait, moi, quand, avec Elodie, on décide de créer ça, moi, j'ai pas encore la vision. Et c'est là où je te dis, moi, je ne prétends pas être quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un de très inspiré. Je n'ai pas encore la vision de comment ça va servir à ce que je suis en train de faire actuellement. Moi, je le vois directement. Moi, je le vois directement, mais je peux te le dire. Là, maintenant qu'on en parle, tu vois, j'ai compris que peut-être on a pensé à ça début 2025. YouTube, je commençais à peine. Mais déjà, là, on décide de s'associer sur un truc qui commence à faire sens maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, Et on a déjà les contrats, les jets privés, machin, etc. Là, actuellement, si tu as besoin de jet privé, tu m'envoies un message. Moi, je te fais un jet privé, on trouve le point de départ, le point d'arrivée. Et tu vois, ça s'intègre avec d'autres solutions qui peuvent, tu vois. Ça, je voyais pas ça au départ. Donc, tout est comme ça, tu vois. J'ai des parts par exemple, j'avais interviewé une jeune sur ma chaîne qui s'appelle Tracy, et j'ai pris des parts dans sa start-up Flynanga, qui permet d'envoyer des colis assez facilement en Afrique et tout, et partout dans le monde. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'elle est utilisée. Au début, c'était le co-valisage. Donc, tu as une place disponible dans ta valise, etc. On envoie un colis. Moi, je trouvais l'idée intéressante. Et là, ça a pris des proportions de fou, mais je te jure. C'est devenu une boîte qui fait du B2B sur l'envoi de colis, etc. Parce que elle a développé un SaaS, pour l'envoi de colis et tout. Ouais, tu vois. Alors toi, en fait, ce que t'aimes bien faire, ce que je vois, c'est t'aimes bien investir dans les entreprises. T'es pas l'IMO, etc. Non, IMO, c'est ce que je dis. Je suis très sérieux. C'est-à-dire que moi, je ne vois le monde que par l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, acheter un actif, c'est prendre des parts dans une boîte. Alors que la plupart des gens, acheter un actif, c'est acheter un parking, c'est acheter un immeuble et tout. Moi, un actif, c'est des parts dans je ne réfléchis que comme ça. Ah, mais c'est une très bonne réflexion parce que t'as peu de gens qui le font. Par contre, en termes de risque, c'est pas l'idéal. Enfin, tu sais, il y a des règles qui disent 30% dans des actifs stables, enfin 30% dans ça. Enfin, et c'est conseillé quand même de dessus, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, par exemple, Flynanga, ça fait un moment et tout. Mais maintenant que je suis en train d'avancer dans mon parcours, tu vois, je dirais pas forcément ça aujourd'hui sur ce podcast, mais la synergie de fou que ça fait avec mon écosystème, mais tu te dis, mais je n'aurais pas pu humainement l'anticiper. Ouais. Mais c'est ça qui est beau. Ouais. C'est que, en fait, c'est une aventure. Tu vois, dire que des fois, c'est comme dans Mario, c'est des fois, tu rencontres un monstre là, ou des fois, le chemin là, il va te mener à là, et l'autre chemin, il va te mener à l'autre. Et il y a des fois, faut se laisser aller. Ouais, faut se laisser aller. Parce que là, c'est dingue. Je me dis, mais comment c'est pas possible? Donc, c'est là où, tu vois, moi, je suis toujours en gratitude en permanence parce que je me dis, non, Frédéric, moi, je me prends jamais au sérieux. Je me dis, non, t'es un humain normal qui a beaucoup de chance. Tu vois. Non, mais c'est une bonne chose. C'est déjà une qualité d'avoir de la chance. C'est-à-dire que, voilà, tu n'es, c'est pas, voilà. Et c'est pour ça que j'ai aucun orgueil dans tout ce que je réalise parce que, tu vois, les gens me disent, ah ouais, mais t'es 60 000 abonnés sur YouTube, franchement. Et je dis pas ça pour, non, ça me dit rien, ça me fait rien. Tu viens chez moi, je suis en calme, je sais pas, en short comme d'habitude, je suis tranquille et tout. Il y a des gens qui trouvent ça extraordinaire, mais j'ai pas de mérite. Dans le sens où, en fait,
je connais la part de grâce qui est associée à ça. Donc, je ne sais pas de m'attribuer un mérite ou quoi que ce soit, tu vois. Il y a quand même du travail qui est fait. Après, l'humilité, moi, je le vois plus dans le sens humilité. L'humilité, c'est sûr, indispensable. Mais je pense que tu as besoin de ça aussi pour avancer. Tu as besoin de ne pas trop te prendre au sérieux. Et de considérer que ce que tu fais, c'est bien. Faut pas non plus qu'on vienne te dire que t'es nul. Il faut pas qu'on vienne te marcher dessus. Je n'accepterai pas. J'ai des responsabilités, j'ai une famille, etc. Donc, l'humilité ne signifie pas faiblesse. Je ne me laisserai jamais faire face à quelqu'un qui menace mon intégrité, tu vois. Mais par contre, je ne sais pas non plus de me dire, oui, je suis trop... Non. Et ça, je prie vraiment que ça ne me quitte pas, ça ne me quitte jamais, que quelles que soient les réalisations que je puisse faire dans ma vie, que je me dise, ok, c'est que j'étais l'élu, c'est que voilà, je sais qu'il fallait que ce soit moi qui le fasse, ou il fallait que ça passe par moi, etc. Mais pas se dire, ouais, je suis trop fort et tout. Mec, les gens forts, ils sont venus, ils sont partis. C'est sûr. C'est sûr. Tu peux jamais faire quelque chose de plus fort que des personnes qui ont laissé leur nom depuis plus de 2000 ans. On entend parler d'eux. Donc, il faut se détendre. Si tu fais un petit truc dans un coin dont tu parles, là, on oubliera ton nom, tu es fort. C'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Et je remarquais que ton contenu, il était très orienté Afrique. Donc, dans ta tête, t'as quand même une vision très africaine, diaspora. Oui. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, très, très clairement. Ok. Parce que, j'ai une vision humanitaire. C'est-à-dire que je sais que je suis là pour aider l'humanité, peu importe sa couleur de peau. Moi, je pense que dans mon discours, ça s'est bien traduit. C'est vraiment quelque chose que je vis au plus profond de moi. Tu vois, sur mon podcast, j'ai accueilli des entrepreneurs même d'ici. J'ai Guillaume Moubèche qui est venu, Alessandre Tartari, l'associé de Sama Amar et tout. Donc, je ne suis pas dans un clivage ethnique ou voilà. Mais j'ai bien compris ma mission grâce à Dieu, et j'ai bien compris que ce que je veux faire déployer son plein potentiel, c'est un sujet qui est plus mal vécu par une certaine population que par une autre. C'est-à-dire que je ne dis pas que dans l'Occident, je dis pas qu'en Occident, tous les enfants sont aidés à déployer leur potentiel. C'est pas ce que je dis. Mais je me rends compte quand même que la proportion partout dans le monde n'est pas la même. Et je sens qu'il y a certaines populations pour qui ils sont vraiment à des années-lumière. Tu vois. Et moi, c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais me tourner d'abord vers ceux qui en ont le plus besoin. Et de proche en proche élargir, tu vois. Et là, tu vois, on est en 2026, j'arrive de plus en plus au stade où je commence à penser à aller ne plus forcément me limiter, ou en tout cas parler que des personnes afro, mais commencer aussi, il faut vivre dans son contexte. Moi, j'habite en France, commencer aussi à donner des modèles pour nos jeunes de quartier, voilà, et leur montrer au fait que ce que j'ai déjà commencé et qui marche bien sur le premier public, je veux maintenant l'élargir à un public un peu plus grand, leur montrer que, au fait, la solution, c'est pas forcément que soit se limiter, ou en tout cas se résigner à faire des métiers qui ne s'intéressent pas. Parce qu'il y a des gens qui parfois sont devenus livreurs. Je veux pas, livreur c'est un métier, hein. Mais il y a des gens qui l'ont fait parce que le poteau a fait ça, et puis et de toute manière c'est fermé, les blancs ils veulent pas de nous. Tu vois, des raisonnements, et c'est un enfermement. Tout à fait. Et moi, dans ma logique, là, je vais commencer à étendre je peux pas résoudre le problème du monde entier, mais par contre, je veux que toute personne, quand je vais m'attaquer au quartier, que toute personne dans le quartier qui tombe sur mon contenu, je ne sais pas comment je vais faire ça, moi je suis toujours comme ça, je sais jamais comment ça va se faire, mais ce que je veux, c'est que l'impact soit, ok, ce gars, ce qu'il dit est pas bête. Et en fait, quand je regarde à l'intérieur de moi, j'ai toujours raisonné comme ça toute ma vie, mais à partir de ce qu'il vient de se dire, de dire, il faut peut-être que je reconsidère mon fonctionnement. Et ça peut peut-être m'aider à aller plus loin. Tu vois, si je peux faire cet effet-là, ah non, j'ai fait ma mission. Et après, je vais sur... c'est tout honorable. J'élargis un peu plus. Tu vois. Jusqu'à ce que... Moi, j'ai une vision que mon contenu soit écouté dans plusieurs langues. Déjà, même ma formation, là, en 2026, on veut la faire en 3 langues. Anglais, français, espagnol.
pour avoir déjà une communauté trilingue. Moi, le but, c'est que le contenu soit... Je sais pas si j'y arriverai. Tu as compris mon fonctionnement? Moi, je dis des choses comme ça, j'y vais et tout. Si ça marche pas, t'as raison. Voilà, je m'en fous. Mais moi, le but, c'est que je fasse 20 langues, 60 langues, même des langues vernaculaires. J'essaie de prendre des parts dans une boîte qui s'appelle Bivariant, qui fait de l'intelligence artificielle et de la comment ça s'appelle, voice to text, mais même du text to voice, c'est-à-dire tu parles en français et en t'entends en lingala ou en nushi ou en bambara. Ils se sont concentrés sur les langues africaines. Mais moi je me dis pourquoi pas, moi je fais ma vidéo YouTube en français et la personne m'entend en lingala. Why not? Why not? Sûr, comme ça, tu touches un autre public ou ça élargit mon impact. Ouais, c'est ça. Tu vois comment je raisonne? Voilà. Si ça se fait, gloire à Dieu. Si ça se fait pas, bah voilà, tant pis. C'est que c'était pas sur ma génération que ça devait se faire. On laisse les plus jeunes. Exactement. Ouais. Pour finir le podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur l'année 2026? Là, sur l'année 2026, je veux vraiment être identifié par les créateurs de contenu et les influenceurs comme une personne de solution. Que on veut créer un écosystème, on veut même faire ce qu'on appelle les brunchs de partenaires, donc c'est-à-dire des événements vraiment physiques, où des créateurs de contenu se retrouvent autour d'un brunch pour parler de leurs problématiques, pour avancer et tout. Ça, c'est ce que je souhaite faire là sur 2026. On va vraiment faire ça. Et puis l'année prochaine, peut-être un gros événement des créateurs. Il y a déjà la Paris Creator Week. Mais moi, j'ai une autre idée. Parce que j'ai vu ce que c'était et tout. C'est très bien. Ça touche un certain type de créateur. Et moi, j'ai une autre idée pour toucher un autre type de créateur. Teasing. Mais voilà, ce serait un gros événement, grande salle, voilà. Le rêve, c'est prendre une grande salle type Palais des Congrès et tout, et faire vraiment un gros événement des créateurs. Mais bon, tu sais, moi je dis des choses, des fois ça se fait, des fois ça se fait pas, et c'est ça, c'est comme ça, c'est la vie. C'est l'intention, c'est-à-dire qu'on se met l'envie, l'intention, et après comme on dit. C'est clair. Mais il faut être sûr que quand ça ne se fait pas, c'est pas parce que je me suis résigné. C'est parce que je me suis battu, mais malheureusement, t'as des trucs où t'échoues. Ça m'est arrivé, tu te bats, ça échoue, et tu te bats, ça réussit. C'est ça. Voilà. Donc là, on peut me souhaiter plein de succès sur tout ce que je viens de dire. Le brunch des partenaires, être identifié comme une vraie solution pour les influenceurs, donc avoir vraiment une vraie, un type agence digitale, mais agence qui est vraiment une vraie solution. Et peut-être l'année prochaine, en 2027, lancer un gros événement sur les créateurs. Et ça, ce serait vraiment une très belle réussite. Commencer à Paris, et pourquoi pas avoir un événement qui se grandit petit à petit. Moi, ce que je te souhaite, c'est d'élargir tes produits, parce que éventuellement, on aimerait bien se greffer sur un de tes produits. Immédiatement. C'est-à-dire que ça peut pas se faire aussi vite, mais grosso modo, c'est comme si c'était fait. Mais parce que je pense qu'en effet, en fait, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire des solutions 360, c'est-à-dire que une fois que tu es rentré dans l'écosystème, tu ressors plus. Et je pense que tu vois, ton écosystème, il est fait pour ça, parce que t'as le tunnel d'entrée, et du coup, maintenant, il faut pas les laisser sortir. Non, c'est clair. On va faire ça. Frédéric, je te remercie pour ton temps. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Tout ce que tu nous as partagé, parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes. Mais je parle beaucoup. Mais c'est ce qu'on voulait, donc on voulait te faire parler, c'était le but. Et à très vite. Yes, à très vite. Merci à tous pour votre présence.